Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Dans l'épisode du jour, on va un petit peu casser les stéréotypes et idées reçues sur la sensibilité masculine. Pour ce faire, j'ai fait appel au photographe Tom Pruvot, lui-même hypersensible. Il s'est livré sans phare sur son hypersensibilité et son hyperémotivité et ensemble, nous sommes revenus sur tous les clichés qui gravitent autour des hommes et de leur sensibilité. Mec sensible égale mec fragile, mec sensible égale homosexuel ou encore mec sensible égale mauviette peureux. Vous verrez qu'en la matière, Tom vient challenger pas mal de ses croyances. L'objectif de cet épisode, c'est aussi d'apporter un peu de nuance face à la binarité du mec fragile vs mâle alpha, de montrer que tous les hommes ont des émotions et ont le droit d'être sensibles. Certains le sont plus que d'autres et c'est ok, ça ne fait pas d'eux des sous-hommes et que c'est en acceptant ces différences qu'on permettra à de plus en plus d'hommes et de femmes d'être vraiment eux-mêmes. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Tom pour son témoignage, très transparent, très honnête, et c'est pas toujours facile de le faire. En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour à mon invité. Bonjour Tom, comment tu vas ? Salut Anissa, ça va et toi ? Très bien, écoute, encore mieux depuis que je sais que tu fais ce podcast avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment super ravie de t'avoir dans le podcast. Je t'ai repéré sur les réseaux, on va dire. C'est ça, grâce à Enzo. Je t'ai casté exprès. C'est exactement, ça. Lui faire un petit coucou. Enzo Colucci du podcast L'échec mention très bien, auquel tu avais participé. C'est ça, ouais. Il y a quelques temps. C'était au mois de septembre. Ah ouais, déjà, ouais, waouh. déjà. Et oui, puis on avait parlé du décès de mon père et surtout ce qui s'était passé après avec mon voyage en Nouvelle-Zélande et au Japon. Donc c'était Ok, cool, c'était ouais. une chouette rencontre. Un podcast qui, moi, m'avait beaucoup touchée en tant qu'auditrice et qui m'avait évidemment donné envie de te suivre et de voir ton évolution, etc. Et c'est vrai que, du coup, aujourd'hui, on va un petit peu parler aussi de toi, de ton rapport à la sensibilité, comme vous l'avez entendu dans l'intro. On va parler aussi masculinité, donc en fait, comme si les deux étaient des choses qui s'opposaient, mais justement, on va essayer un petit peu de casser les clichés, les mythes, justement, sur ce que c'est qu'un mec fragile, etc. Et avant ça, peut-être, une petite introduction pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas qui est Tom Pruvot. Voilà, qui es-tu ? Que fais-tu en quelques mots ? Alors, je suis photographe indépendant depuis bientôt 1 an. Donc photographe dans le social, donc tout ce qui est famille, naissance, grossesse, mariage aussi. C'est vraiment le côté humain qui me passionne. Peut-être aussi pour ça que je lie l'émotion et le côté humain, avec la sensibilité aussi. Et puis voilà. Ok, très bien. Et tu es situé où, toi, Tom ? De base, je suis originaire du Nord, donc à Armentières, à côté de Lille. Mais Ok. depuis bientôt 1 an, j'ai rencontré ma copine qui vit en Bretagne. Donc j'ai passé pas mal de temps en Bretagne. Peut-être les 3/4 C'est vrai ? les 3/4 de mon année, je l'ai passé en Bretagne avec elle. Pendant le deuxième confinement surtout, où je suis Ouais. resté ici. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Donc on va Donc tu dire, vas devenir un breton d'adoption, quoi. c'est ça. Le sang lillois, mais le cœur breton. Trop cool, c'est chouette. Et tu connais, Tom, la petite tradition du podcast, parce que c'est toujours ce que je demande à mes invités avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'ils me racontent un petit peu quel serait le titre du film de leur vie. S'il y a un biopic devait être créé sur toi, Tom, et ton histoire, quel serait le nom de ce film ? Ça, j'y ai pensé pas mal de temps. Et je pense que ce serait La vie rêvée de Walter Mitty. Je sais pas si tu connais. Alors non, mais j'aime bien l'intention. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi ce titre ? Mais déjà, je vais te lire le synopsis parce que je suis vraiment pas doué pour les synopsis. Donc en C'est pas toi fait, qui vas me pitcher, quoi. non. Et après, j'expliquerai aussi pourquoi ce film. Ok, ça Donc en marche, fait, vas-y. c'est un homme ordinaire enfermé dans son quotidien
qui n'ose s'évader qu'à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie pro, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici et qui devrait changer sa vie à jamais. Donc c'est vraiment ce film-là qui m'a parlé, bon déjà parce que je l'ai vu 4-5 fois, Ok. et si je devais comparer ma vie à ce synopsis, à ce film, ce serait que j'ai eu des rêves depuis tout petit comme beaucoup de monde, mais avec la peur au ventre du moindre changement dans ma vie. Et en fait, le décès de mon père, je pense, a provoqué un switch où je me suis dit, bon, parce qu'il n'était pas très loin de la retraite, hein. Donc je me suis dit, si je veux profiter de la vie, c'est maintenant, c'est au plus vite. Donc même si j'ai peur, il faut que je réalise mes rêves. Et puis il y a eu le rêve du voyage, du road trip, il y a eu le rêve de me lancer à mon compte. Donc, euh, donc je pense que depuis son départ, ouais, c'est une aventure bien plus riche que ce que j'aurais pu imaginer. C'est vraiment incroyable ce que tu racontes. Et tu prouves un peu, tu sais, ce qu'on dit souvent, que quand on perd des êtres chers, ça nous amène à nous remettre en question sur comment on vit notre vie, etc. Et aussi le sens de ce qu'on fait. Et aussi le fait que peut-être il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, mais qu'on fait pas. T'es vraiment tombé là-dedans, en fait, de ce truc de dire, mais en fait, je dois accomplir ces rêves à un moment donné. Je peux Bah plus c'est les rêver ça, ouais, simplement. ouais, ouais. Parce que le voyage, j'ai failli faire une croix dessus parce que je pensais que c'était trop, ou j'allais aussi peut-être le reculer. Euh, mais d'un côté, j'ai bien fait de pas le reporter parce qu'il y a eu la pandémie, et c'est ce dont je parlais avec ma copine l'autre jour. Je sais pas quand on pourra retourner en Nouvelle-Zélande, mais le visa, c'était maximum 30 ans. Et j'en ai bientôt 28, donc j'aurais pu passer à côté à cause de cette pandémie. Et là, j'aurais eu des regrets toute ma vie, donc non, non, faut... Dès qu'on a des rêves, c'est ok d'avoir peur, mais c'est hyper important de faire ce qu'il faut pour les réaliser au plus vite. C'est vrai que bah, malheureusement, il faut attendre parfois certains événements tragiques de la vie pour te dire, bah, en fait, non, il n'y a rien de Bah, garanti, c'est tu vois, il y ça. a des gens Ouais. qui partent tous les jours. Et du coup, peut-être une question un peu comme ça qui sort, enfin, on va dire un peu brute pour commencer, mais est-ce que toi, t'as déjà eu dans ta vie, on va dire tous azimuts, la pression en fait de garder tes émotions pour toi et en fait de convenir un peu à ce stéréotype, tu sais, de l'homme viril, le fameux mâle alpha. Non, jamais. Dans ma famille, on était plus du genre à ne pas montrer ses émotions, justement, mais c'était plus que ce soit femme ou homme. Euh, on l'est toujours. On n'est pas très démonstratif, mais ça avait aucun lien avec le fait d'être du côté masculin ou féminin. Mais est-ce que tu as l'impression que pour un mec, c'est plus difficile d'être hypersensible et d'être voilà, émotif et d'avoir justement, on va dire, un peu les réactions qui vont avec cette sensibilité? Bah, je sais pas, parce que par exemple sur les réseaux sociaux, c'est souvent là où ça peut être compliqué, où les gens peuvent se cacher derrière des faux comptes et te tailler. Moi, de ce côté-là, je suis assez tranquille. J'ai vraiment une communauté bienveillante. Et, euh, et sinon, non, enfin, j'ai jamais eu de mauvaises réflexions, d'attaques personnelles sur ça. Je pense que ça doit même se voir, et je pense que les gens voient ma sensibilité, même quand moi je la voyais pas forcément. Euh, Parce que apparemment, entre guillemets, je transpire de sensibilité, ça se voit vraiment. Et puis en plus de ça, j'ai un côté féminin assez important. Ça, c'était une belle révélation aussi, difficile à accepter, mais je suis en train de travailler dessus. Par exemple, dans notre couple, je suis celui qui pleure le plus. Tu vois, si on reste dans les clichés, ma copine pleure beaucoup moins que moi. Euh, L'autre jour, je lui ai montré une vidéo. C'était un réel sur Instagram, et le narrateur disait, donc sur fond d'images de voyage avec une musique assez inspirante, disait que les bonnes personnes t'apportaient de la joie, les mauvaises personnes t'apportaient des leçons, et après je sais plus quoi, t'apportaient des souvenirs. Et j'ai trouvé ces trois phrases vraiment, vraiment belles, vraiment touchantes. Et du coup, j'ai montré ça à ma copine 2, 3 fois. Et à un moment donné, j'ai les larmes aux yeux. Alors qu'il n'y avait rien de ouf, mais ça m'avait tellement touché.
Et, et l'été dernier, j'ai fait une séance photo pendant un baptême dans une église. Donc je suis pas croyant, je dis pas que Dieu n'existe pas, mais voilà, je me dis qu'il y a enfin, peut-être des dieux qui existent par-ci par-là, mais j'y attache pas une grande importance. Et pourtant, j'ai eu les larmes, enfin j'étais à deux doigts de craquer, de pleurer en pleine séance photo. Et, euh, et en fait, c'est là où l'hypersensibilité est magique. C'est que dans des moments comme ça, tu prends l'émotion de toutes les personnes qui sont autour de toi. Et je pense que beaucoup de gens voient ça comme un fardeau. Moi, je voyais ça un peu comme un fardeau au début, parce que peur d'être jugé, très difficile de gérer ses émotions. Et petit à petit, à force d'en parler avec ma copine, de regarder sur Internet, de lire des témoignages, etc., je vois que c'est vraiment une force, et d'autant plus pour les hommes, parce que je pense que ça peut clairement nous démarquer de la masse. Et moi, c'est aussi pour ça que je mets en avant cette sensibilité-là, cette hypersensibilité même, c'est que, déjà parce que j'ai envie d'être transparent avec ma communauté et mes potentiels futurs clients, mais parce que aussi je sais que j'ai une lacune au niveau de l'expérience par rapport à d'autres photographes, sauf que dans le salariat, donc est-ce que j'étais dans le salariat avant, j'ai bien vu que les compétences ne font pas tout, et loin de là. Et le côté humain a une valeur énorme à prendre en compte. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Oui, parce que, C'est vrai, parce que ça s'apprend pas en fait. Bah, c'est ça, et quand j'étais dans le salariat, on était 3 à être formés par une boîte de prestations pour être envoyés en mission chez le client. Et quelques semaines plus tard, donc mon chef d'équipe était celui qui nous a fait passer les entretiens. Et je lui ai demandé, mais j'étais celui qui avait le moins d'expérience. J'avais un gars à côté, il y avait 2 ans d'expérience, un autre qui en avait 3 ou 4 en alternance, et moi j'avais 1 mois. Et je lui ai dit, mais j'avais 1 mois d'expérience, pourquoi tu m'as pris? Il m'a dit, bon, déjà niveau technique, j'ai vu que tu percutais, mais qu'au savoir-être, je le sentais, tu l'avais plus que les autres. Et en fait, le savoir-être, ça s'apprend pas. Alors que le savoir-faire, ça s'apprend. Et je me dis aussi que, tu vois, si je me mets à la place du client, je préfère travailler avec quelqu'un de moins compétent, mais avec un côté humain vraiment important, plutôt que quelqu'un qui est ultra compétent, qui est froid, distant. Et tu penses que cette intelligence émotionnelle, Mm. tu penses qu'elle est développée grâce à cette sensibilité? Ben, je pense qu'elle l'est, oui, parce que pour les hypersensibles ou même les personnes très sensibles sans être hypersensibles, je pense que on aime creuser les sujets de discussion, peu importe de quoi on parle, on n'aime pas rester en surface. On aime creuser. Du coup, je pars du principe que si on aime creuser des sujets de discussion avec notre entourage, on aime creuser pour voir notre vraie personnalité. Sur Instagram, j'utilise souvent ce terme-là. Je parle pas de ma personnalité, je parle de ma vraie personnalité. Celle qui est vraiment au fond, en fait. C'est pas celle qu'on montre à la société, c'est celle qui est vraiment au fond de nous et qui nous caractérise à 100%. Et je pense que du coup, l'intelligence émotionnelle, est très liée avec cette hypersensibilité. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu penses, toi, comment dire, des mythes ou des choses qui se créent autour de mec fragile vs mâle alpha? Qu'est-ce que tu penses de cette espèce d'échelle? Parce que, tu sais, tout à l'heure, quand tu as dit, ouais, je suis sensible, je pleure plus que ma copine, souvent, il y a ce truc un peu, alors peut-être des éducations à l'ancienne, mais en mode, oh la mauviette, pourquoi, enfin, je sais pas, c'est quoi ce mec fragile et tout. Et je pense que, tu vois, c'est aussi pour ça que je veux faire ce podcast, c'est parce que je me dis que parmi les gens peut-être qui écoutent, il y a plein de mecs qui doivent pas arriver à trouver nécessairement leur place, tu vois, dans cette espèce de truc qu'ils doivent incarner sous prétexte que ce sont des mecs. De la même manière qu'il y a une pression avec les femmes, bah, je trouve que c'est bien aussi d'admettre qu'il y a aussi une pression avec les mecs. Bah, nous, déjà, je vais casser aussi plein de stéréotypes, mais j'ai encore parlé de mon couple. Mais dans notre couple, ma copine là va s'acheter une maison et elle en discutait avec une collègue à elle. Et sa collègue lui a dit, oui, bah c'est bien parce que comme ça, ton homme va pouvoir t'aider pour les travaux et tout. Elle la regarde et elle dit, mais non, mais en rigolant, le bonhomme du couple, c'est moi.
En fait, c'est ma copine qui est manuelle, c'est elle qui fait les travaux, elle s'y connaît mieux que moi. Après, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est une mauviette, par exemple. Parce que je suis persuadé qu'on va garder ce terme-là, des mâles alpha, qui seraient pas partis au bout du monde comme j'ai fait, qui resteraient dans leur confort de salarié et qui se lanceraient pas à leur compte parce qu'ils ont peur, ou qui n'oseraient pas se montrer vulnérables, parce que ça aussi c'est une force. C'est pas parce que on peut pleurer, se livrer, tout en étant fort en fait. Et je pense que la vulnérabilité, c'est une force sous-estimée, beaucoup trop sous-estimée. Bah, tu sais, j'ai fait un épisode sur ce sujet, Mm. justement parce que j'étais la première pas confortable du tout, donc moi en tant que femme, sur ce sujet de la vulnérabilité. Et c'est vrai que j'ai revu aussi ma perspective de ça et je me suis dit, et d'ailleurs, tu sais quoi, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont contacté et qui ont contacté Sarah qui a participé à ce podcast qui ont dit mais mon Dieu, en fait, ce que vous avez dit dans ce podcast, ça a résonné en moi. Je me rends compte que oui, j'ose pas faire ci, Mm. ou je joue un rôle quand je suis au travail pour entretenir une espèce d'idée de ce que c'est Mm. que être un manager fort, être un homme de poigne, tu vois, qui prend Ouais. des décisions fortes, qui se montre pas faible. Mm. Et je pense que tu vois, quand il y a des mecs qui renversent un peu ça et qui assument, tu vois, ce que tu dis, les propos que tu dis en disant, bah voilà, moi dans ma relation, ma copine, c'est elle qui est manuelle, c'est elle s'achète sa baraque, elle est indépendante, elle fait sa vie. Bah c'est ça, puis on en parle régulièrement parce que moi j'ai encore du mal aussi à voir que je suis pas... Enfin, d'un côté, je me rends compte de qui je suis, du couple que j'ai, etc. Enfin, du couple que je construis avec ma copine. Mais d'un autre côté, j'ai aussi ces rappels de la société qui te dit et qui veut t'ancrer dans le crâne que tu dois être l'homme de la maison, que c'est surtout toi qui dois ramener l'argent à la maison. Et tout ça, nous, on est en train de le déconstruire. Mais vous Et trouvez votre équilibre quand même là-dedans. bah oui, parce que si j'avais été trop masculin, ça collerait pas. Mhm. Et si elle avait été trop féminine, ça aurait pas collé non plus. Mhm. Mais c'est bien de le dire aussi, tu vois, que en fait les gens oublient, tu vois, on est composé de ces énergies qui sont masculines et féminines et qu'en fait elles vont chacune nous apporter des choses et qu'elles vont être présentes à des degrés différents chez chaque personne, mais que par exemple déconstruire déjà que c'est pas parce que tu as une énergie féminine qui est plus présente que tu es forcément efféminé, tu vois ce que je veux dire? Ou que forcément tu es homosexuel. Parce que tu es une femme, par exemple, qui a une dominance d'une énergie masculine, c'est pas pour autant que tu es lesbienne, tu vois. Bah ma copine au début, on en rigolait, mais elle me dit, je suis persuadée, on n'en avait pas parlé, hein, je suis persuadée que tu t'es déjà fait draguer par des mecs, c'est obligé. Et je lui dis bah oui. Et elle me dit bah ouais, ça m'étonne pas. Donc et pourtant je suis pas homo. Et j'ai jamais douté de ça, j'ai toujours été hétéro, mais aux yeux de la société, toujours, dès qu'un homme est efféminé ou tu ressens une pointe de féminité, tu te dis, lui, je suis pas trop sûr qu'il soit hétéro, mais tu vois, il y a le doute qui plane. Mhm. Et justement, je me dis, est-ce que quand on est un homme hypersensible, c'est difficile de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui te jugent pas? Est-ce que tu as déjà eu des difficultés ou alors est-ce que toujours tu as réussi à trouver les bonnes personnes qui comprenaient comment tu fonctionnais et qui t'ont toujours permis d'être toi-même? Bah, le truc, c'est que moi, au niveau social, j'ai toujours eu du mal. Que ce soit au lycée, bon, parce que je m'étais rendu compte que mon père était alcoolique et mes parents divorçaient, ça faisait beaucoup de changements d'un coup. Donc le seul moyen que j'avais trouvé pour me protéger et essayer de faire ce que je pouvais, c'était de me renfermer. Et, euh, et en fait, je me rends compte que les hypersensibles s'attirent. Ou alors les personnes très portées sur l'introspection, elles s'attirent parce que comme on aime, donc les hypersensibles ou même les personnes juste très sensibles, comme on n'aime pas les sujets de surface, si tu vois qu'avec une personne, les différentes discussions que tu as sur plusieurs semaines ou mois, ça reste en surface, bah en fait tu vas te lasser petit à petit, la distance va se faire. Alors que si tu as quelques discussions de temps en temps, même si c'est une fois tous les mois, mais où tu rentres vraiment en profondeur, c'est là où
ça te donne envie de garder cette relation en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que tu es à un stade où finalement tu préfères en avoir moins, mais s'assurer qu'à chaque fois que tu as une interaction, c'est une interaction de qualité avec quelqu'un qui comprend cette nécessité d'aller au fond des choses, plutôt que d'avoir une bande de potes au quotidien? Bah, moi, je préfère, oui, avoir très peu d'amis, mais avec qui je peux avoir des sujets en profondeur, même si c'est encore très compliqué à gérer, hein. Là, aujourd'hui, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis. Euh, c'est pas facile, mais après, comme dans chaque caractère ou chaque situation, t'as forcément du pour et du contre. Et, et si j'accepte cette sensibilité-là, et que le côté un peu négatif de la chose est que je dois avoir un tout petit cercle d'amis, bah j'en serais prêt à, entre guillemets, payer le prix. Parce que pour rien au monde, je voudrais changer de cette hypersensibilité. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est vraiment une force, c'est un don, selon moi. Mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le manier, faut réussir à l'accepter, il faut réussir à passer outre les réflexions que tu peux avoir. Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de clash ou d'embrouille par rapport à ça, mais je sais que certains ou même certaines peuvent avoir des difficultés avec leur entourage. Donc, Est-ce que il y a des moments où c'est un fardeau ou alors est-ce que toi tu considères que ce sera toujours un cadeau d'avoir découvert à quel point tu étais quelqu'un de sensible? bah, dans le fond, je sais que c'est un cadeau, mais la plupart du temps, je dirais pas que c'est un fardeau, c'est plus... souvent, je sais que quand je vais vivre telle situation, je vais avoir telle conséquence. Ça, je le sais, je l'accepte et c'est pas pour autant que je ne vais pas vivre cette situation. C'est plutôt l'après-coup où j'ai du mal à gérer, où j'ai du mal à accepter, tu vois, par exemple, si je vais voir 1 heure mes neveux en début d'après-midi, par exemple, et que je dois bosser après sur une post-production de photos, si je rentre et que je suis épuisé, là, je vais culpabiliser de me reposer plutôt que de bosser. Alors qu'au fond, je sais que c'est normal d'être épuisé comme ça, vu que je suis hypersensible et que mes neveux m'ont, donc on va imaginer ça, m'ont pompé toute mon énergie. Mhm. C'est plus cette facette de l'acceptation en fait. Oui, oui, je vois. Mm. Et tu peux porter énormément d'amour à toutes les personnes avec lesquelles tu passes du temps, ça n'enlèvera pas le fait que ça peut quand même complètement te décharger à la fin d'avoir passé du temps avec eux, quoi. Bah c'est C'est ça, ouais. pas, c'est pas lié à l'amour que tu leur portes, grosso modo. Non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, tu vois, pour le décès de mon père, euh, je pense que c'était une bonne chose que je le gère tout seul, physiquement, je veux dire. Parce que comme ça, je me suis pas nourri de la tristesse des gens de la famille. Ouais, mais là-dessus, je te comprends totalement parce que moi aussi, je suis un peu du style à faire cavalière seule, mais parce que je sais qu'à un moment donné, je peux être trop happée par les émotions des autres. Et c'est un point où malheureusement, cette peine m'envahit et je me dis, si je veux essayer de m'en sortir, il faut qu'à un moment donné, j'arrive à compartimenter. Et c'est pour ça que je comprends aussi un petit peu cette technique, ce mécanisme de défense, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est beaucoup comment dire, d'ajustement et ça vient vraiment aussi avec l'acceptation. Parce que si tu n'acceptes pas que tu fonctionnes comme ça, eh bien, tu répéteras toujours des schémas qui vont pas être bénéfiques. Et justement, j'avais une petite question pour terminer, Tom, par rapport à ce sujet de manière plus globale. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta carrière de photographe, et dans le fait que tu sois un homme qui photographie, voilà, tu nous l'as dit tout à l'heure, des événements extérieurs, des événements familiaux, des mariages, tout ça, est-ce que comment ça impacte en fait aujourd'hui ton travail de photographe, cette sensibilité? Est-ce que tu la mets au service de ton métier? Est-ce que c'est un truc qui peut coincer avec certains clients? Comment tu te places par rapport à ça? Bah, ça bloque pas du tout, au contraire, parce que de mon point de vue en tant que photographe, et du peu que j'ai vu, déjà dans les couples, j'ai l'impression que c'est souvent la femme qui fait la démarche pour la séance photo, et pas l'homme. Et le feeling passe souvent mieux avec les femmes. Donc ça, c'est mon côté très féminin. Mais du coup, c'est une force, parce que si le feeling passe bien avec la femme pour la séance photo, s'il y a un feeling, un sentiment de confiance qui se fait,
elle aura plus de chances de, entre guillemets, convaincre son compagnon de faire la séance photo. Alors que si j'avais vraiment ce côté mâle alpha, ça aurait créé une barrière en fait. Et comme j'attache beaucoup d'importance aux émotions, c'est ce qu'on disait en off l'autre jour quand ma mère me disait d'aller faire des photos de la nature pour m'occuper l'esprit. Et je lui avais dit, mais non, désolé du terme, mais ça me fait chier en fait. Parce que je ressens pas, enfin je vois pas les gens. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je croise leur regard, ça me provoque un truc. Et c'est justement en allant à la recherche de ces émotions-là que je vais réussir à capter on en revient toujours à ça, mais la vraie personnalité des gens et à leur côté authentique. Donc aujourd'hui, je ne vois pas d'obstacle en fait entre cette hypersensibilité-là et mon activité. Je vois. Bah, c'est bien et c'est important de le dire que c'est pas forcément, on peut en faire une force hein, dans son métier et que ça peut être aussi un moyen pour les gens. En fait, c'est un peu comme si tu donnais aussi la permission aux gens d'être aussi ce qu'ils sont vraiment, tu vois. Bah c'est Si ça. face à toi, t'as un mec qui assume et qui est pas là en train d'être en représentation, tu vois, finalement, c'est un petit peu un feu vert que tu donnes à d'autres hommes ou à d'autres femmes de se dire, mais oui, en fait, il a raison, ou tu vois comment il est, ça m'aide. Et justement, Tom, petite dernière question, quel conseil toi t'aurais à donner à, par exemple, si un mec m'écoute, même une femme hein, qui peut être dans cette posture-là, mais qui se dit qu'il a beaucoup de mal en fait à laisser la place aux émotions et que parfois ça le bouffe un peu parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend de lui ou éventuellement d'elle. Par où commencer peut-être? Moi, je sais qu'au début, j'écrivais de temps en temps pour me rendre compte aussi de tout ça, que je l'ai vraiment sous les yeux. Puis le fait d'écrire, ça permet de libérer des choses aussi. Et, euh, et d'en parler donc pour les gens qui sont en couple, en parler avec leur moitié, en parler pas forcément non-stop, mais régulièrement. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis après, ce qui est toujours le plus dur, mais ça c'est dans n'importe quelle chose que l'on veut débloquer, il suffit d'une fois, il suffit de craquer, ne serait-ce qu'une fois devant un parent ou devant un ami, pour qu'ensuite ça devienne plus facile de craquer si on a besoin de craquer. Et puis après, moi personnellement, je trouve que c'est très inspirant de voir les femmes et les hommes qui peuvent être forts et fortes, mais je trouve ça très inspirant quand on les voit craquer en racontant leurs histoires et que après ça, tu vois la manière dont ils se sont relevés de cette histoire. Mais parce qu'ils ont eu cette force de montrer leur vulnérabilité. Parce que si quelqu'un montre constamment qu'il est fort ou forte, et ben c'est assez linéaire en fait. C'est pas forcément quelqu'un d'impressionnant ou d'impressionnante. Alors que si la personne, tu vois qu'elle a des hauts, des bas, qu'elle ose dire que ça va pas, qu'elle a peur, etc., mais que malgré ça, elle part au bout du monde, elle se lance à son compte, elle fait un speech, un TEDx ou je ne sais quoi, mais avec la peur au ventre, je trouve que ça force le respect. C'est bien, c'est vraiment super ce que tu dis là, je trouve. Tu vois, de dire que en fait, il y a le vrai courage, cette vraie force, elle n'est pas juste simplement dans est-ce que ce mec a des muscles, Mm, est-ce que ce mec parle d'une voix déterminée, qui parle plus fort que les autres, mm, etc. Est-ce il est costaud dans sa posture, mais aussi est-ce que finalement par ses actes, par ses... En fait, est-ce qu'il fait vraiment face aux vraies choses qui sont terrifiantes, tu vois, comme tu disais, se relever d'une épreuve très difficile, admettre que ça a été difficile, se mm. montrer vulnérable et essayer de réaliser ses rêves alors que c'est hyper effrayant. C'est ça. Euh, donc ouais, il y a d'autres éléments de mesure et de toute façon, en fait, on se crée soi-même sa propre norme, mais c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, c'était pour donner aussi un autre son de cloche, tu vois, Mm. de ce que c'est que d'être un mec, de ce que c'est que d'être un mec qui assume son hypersensibilité, qui en parle, et puis surtout un mec qui accepte
ça comme un cadeau en fait, plutôt que de se dire putain qu'est-ce qui va pas avec moi, je suis trop fragile, je suis trop sensible. Et on en parlait avec Sarah justement dans le podcast sur la vulnérabilité où elle disait qu'en fait la vulnérabilité c'était pas forcément de la fragilité parce que y a pas, chez quelqu'un de vulnérable il n'y a pas quelque chose nécessairement de cassé en fait, de complètement en morceaux, etc., qui tient par deux bouts de ficelle, mais qu'en fait la vulnérabilité c'est aussi se montrer tel qu'on est et accepter qu'on n'a pas tout en main. Maintenant, je trouve ça courageux malgré tout, parce qu'on n'est pas dans une ère qui pousse à ça. Entendons-nous bien, surtout en particulier sur les réseaux. Et je pense qu'il est temps aussi de donner la parole à d'autres réalités, histoire juste simplement d'avoir un benchmark plus global de ce qui existe. Et j'espère en tout cas que toi, de ton côté, ça t'a fait plaisir de le faire et de donner aussi cette version-là, parce que je pense que ça peut faire du bien à beaucoup plus de personnes qu'on pense. Carrément. Puis aussi, je voudrais rajouter un truc, c'est que pour en arriver là, enfin, à accepter sa personnalité, sa sensibilité ou hypersensibilité, faut être prêt aussi à remuer la merde. C'est cru, mais c'est vraiment ça en fait. Et j'ai le cas concret autour de moi, une personne qui me pose des questions sur mon évolution, mais qui ne veut clairement pas remuer cette merde. Ça a un prix en fait, Bah c'est de vivre ça, en paix avec puis ça. ouais, quand je suis parti au bout du monde en Nouvelle-Zélande et au Japon, enfin juste avant ce voyage, faut savoir que j'avais fait que en voyage solo, j'avais fait 5 jours à Amsterdam et une petite semaine à Lisbonne. C'est pas... Donc au final, j'avais fait moins de 15 jours en voyage solo et après je pars pour 4 ou 5 mois. Et ma mère m'a dit mais en fait là c'est pas une marche que t'es en train de franchir, c'est un escabeau. Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, si tu veux vraiment t'assumer pleinement qui tu es, et ben faut peut-être squeezer des étapes et donc avec la peur au ventre, hein, mais vraiment faire une grosse phase d'introspection, de foncer vers ses peurs et puis c'est là où tu vois vraiment de quoi tu es capable et que tu rencontres ta vraie personnalité et c'est là où tu grandis. Et je pense que pendant mon voyage, j'ai jamais autant appris en aussi peu de temps que depuis ce moment où je suis parti de France vers l'Asie et la Nouvelle-Zélande. Waouh, bah écoute, on va terminer là-dessus parce que je pense que j'aurais pas mieux, Tom. Merci du fond du cœur de t'être livré sur Outrospection aujourd'hui. Enfin, je le prends comme un cadeau et j'en profite du coup pour te laisser faire ta pub, voilà, en tant que photographe. Où est-ce que tu travailles? Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors du coup, je suis exclusivement sur Instagram, donc Tom Pruvot photographe. Donc il y a le lien de mon site dans ma bio. Où je travaille, partout où les clients veulent faire appel à moi. Donc ça peut être au niveau régional, départemental ou national ou même à l'étranger quand on pourra bouger plus facilement. Mais voilà, je réponds vraiment... J'essaie de répondre le plus fidèlement possible aux demandes des clients. Donc si on me dit, si on veut faire appel à moi pour un mariage ou un enterrement de vie de jeune fille à Biarritz ou à Nice, il n'y a pas de souci, on peut discuter de tout ça et tant que vous êtes prêt à ce que j'affiche votre vraie personnalité, encore une fois. Mais c'est bien de le dire et je pense que c'est aussi ce qui fait de toi ton unicité et c'est important de le garder, Tom, sincèrement. Donc je mettrai tous les liens justement vers les réseaux, le site de Tom pour que vous puissiez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait et aussi n'hésitez pas à le contacter, voilà, pour lui demander un petit peu, avoir une idée des coûts, voilà, si vous avez des projets ou des séances et à discuter puisque comme vous l'avez entendu, c'est quand même quelqu'un qui est très à l'écoute et qui est prêt à échanger, qui aime les vrais échanges, donc voilà. En tout cas, merci encore à toi, Tom. Je te souhaite tout le bonheur et le succès avec cette entreprise, avec cette passion que tu poursuis, que tu ailles le plus loin possible et de continuer toujours à réaliser tes rêves. Ça, je pense que beaucoup, ça t'a bien réussi. Ouais, puis ça me réussira encore. Et merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup d'avoir accepté aussi de faire ce podcast aujourd'hui pour l'anniversaire de mon père qui était C'est le assez déclic de symbolique. tout ça. Ouais.
Ouais, bah écoute, c'est moi qui suis ravie qu'on ait pu le faire sur une date aussi importante et aussi sacrée. Mm. Et j'espère en tout cas que c'est un peu notre manière de rendre aussi aux personnes qui partent et qui nous quittent, mais qui nous quittent jamais vraiment complètement et qui ouais, nous accompagnent dans tous ces projets fous. Voilà, longue vie à eux dans notre tête, en tout cas, quoi qu'il C'est en ça. soit. Et longue vie aussi à toi, Tom. À bientôt. À bientôt. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!